Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. On se retrouve à nouveau aujourd'hui avec Fred et avec Jade aujourd'hui pour parler de CRM et de Quintessia. Merci en tout cas de nous suivre. Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai découvert ça assez récemment. Il y a 79% des entreprises françaises qui utilisent un CRM américain pour gérer leurs données clients. Et la plupart ne savent même pas où sont stockées ces données. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça. On va aussi parler d'argent, de souveraineté et puis de pourquoi un ERP à 49 euros par mois, tout inclus, c'est possible. C'est le sujet du jour. Jade, Fred, enchanté, on se retrouve. On l'avait dit à la vidéo précédente qu'on en referait une. Aujourd'hui, c'est le jour et je suis ravi de vous retrouver. Et en plus, Jade nous rejoint, donc on a le sourire en plus. C'est pas pour être méchant avec Fred, mais ça fait du bien. Vraiment content de pouvoir faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Et donc, j'ai dit qu'on allait parler argent. Donc, comme c'est un sujet qui fâche souvent, surtout en France, pourquoi les prix des logiciels sont aussi opaques? Souvent, c'est un peu comme quand on prend le train, dans un wagon de train, il peut y avoir 15 personnes, elles ont toutes payé un prix différent. J'ai l'impression que c'est un peu pareil avec le logiciel. Un même logiciel, telle société paye tant, telle société paye tant. C'est des prix, on a l'impression que c'est fait un peu à la louche. Enfin bon, voilà. Alors, effectivement, les différences entre les prix, il y a plusieurs facteurs qui impactent ces différences. Déjà, il y a la temporalité de la prise de commande, qui est de facto un facteur majeur, hein. C'est-à-dire qu'un éditeur sur une temporalité de 10 ans, il va avoir des prix qui vont changer, alors que ce soit lié à de l'ajout de nouvelles fonctionnalités, qui peuvent notamment rallonger la facture, que ce soit des changements, que ce soit, comme on le disait la dernière fois, des acquisitions, qui vont justement alourdir aussi le prix. Tout ça va effectivement déjà avoir un impact. Si on a acheté le logiciel 7 ans plus tôt, on n'avait pas le même prix que quelqu'un qui vient d'en faire l'acquisition le jour J. Donc déjà, ça, c'est un des premiers facteurs. Après, concernant l'opacité, ça va dépendre de la mécanique commerciale de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui vont avoir des fonctionnements qui vont être très modulaires, où effectivement, on va acheter un cœur et plein de fonctionnalités sous-jacentes. Et on a des éditeurs qui vont fonctionner sur la base d'une vision un peu monolithique, avec une seule et même structure, avec un prix donné à un instant T, qui peut naturellement, en fonction aussi de la partie négociation, parce que voilà, hein, vous avez le commercial en face de vous, il va vous dire moi je vous fais 10% de remise, il y en a un qui va réussir à obtenir les 10% et l'autre qui aura peut-être moins d'utilisateurs ou une autre raison qui ne va pas les avoir. Voilà. Tu vas dans ce sens, Jade, toi qui es la spécialiste du commercial? Moi, ce qui me choque le plus, c'est tu vas avoir un CRM en fait tu vas payer 150 euros par mois par utilisateur et un CRM qui va te servir exactement la même chose que tu vas payer 50 euros ou même 30 euros par mois par utilisateur, admettons. Le plus important, c'est ce que tu fais de ce logiciel, c'est-à-dire que est-ce que tu as besoin d'une Ferrari pour emmener tes gosses le matin à l'école et d'aller chercher ton pain, ou est-ce qu'une Clio 2, admettons, peut suffire? Ça dépend de l'utilisation que tu en as. Donc, tu trouves de tout en prix, honnêtement, dans le milieu du logiciel. Et c'est pas parce qu'un logiciel est plus cher qu'il va être mieux, en fait. Ça dépend vraiment de l'utilisation que tu en fais. Et surtout, il y a cette grande mode en fait, de ces logiciels où effectivement, ils ont plusieurs modules, ils ont des options, tu rajoutes des options, des options, des options, des options. Et là, ça dépend. Hein. Est-ce que tu t'es fait avoir par le commercial ou est-ce que c'était vraiment un besoin que tu avais? Non, mais sérieusement. Hein. Je partage. Je pense que ça nous parle à tous, ce genre de remarques. Comment vous arrivez à être compétitif chez Quintessia face à des géants qui ont des milliards de budget? Qu'il y ait des milliards ou peu importe le volant financier qu'il y a derrière un éditeur, à mon sens, ça reste toujours des êtres humains avec des ordinateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, on ne pourra pas, sur certains pans d'activité, rivaliser avec une équipe de 150 experts métiers, avec 800 développeurs, 500 développeurs, c'est une évidence. Par contre, après, sur des périmètres qui ne nécessitent pas des incroyables équipes, on va être capable de faire des choses très très bien, avec sans parler de réduction de coûts, hein, mais tout simplement en optant pour la qualité versus l'industrialisation. Tout simplement aller travailler des fonctionnalités avec de la qualité, s'assurer qu'on fait bien les choses. Et on peut arriver à faire des choses très très bien hein, en développement aujourd'hui. Surtout que
l'actualité technologique nous permet quand même aujourd'hui de pouvoir se faciliter la vie sur tout un tas de paramètres où avant les grands éditeurs avaient toute une équipe pour l'infrastructure, une équipe pour telle partie du dev. Enfin, voilà, on a énormément réduit les coûts de développement ces 15 dernières années. C'est ça, je pense que avant, il fallait beaucoup de salariés pour faire tourner un logiciel. Aujourd'hui, avec les progrès technologiques, tu as besoin de moins de salariés pour faire tourner un logiciel. Et puis, ça dépend des services que tu offres. Tu vois, tu vas avoir des logiciels, il n'y a pas de reprise de données, etc. Tout ça, ils peuvent se permettre d'être moins chers, ils ne forment pas, etc. Tout ça. Donc, ça dépend aussi des services qu'il y a derrière. Moi, je pense que pour être compétitif, il faut surtout essayer de faire le plus avec la plus petite, entre guillemets, équipe possible. C'est-à-dire que moins tu as de charges salariales, surtout en France, merci l'URSSAF, plus tu as une petite équipe qui est polyvalente et qui va faire pas mal de choses, et plus tu vas pouvoir baisser tes coûts, en fait, tout simplement. Donc je pense qu'il y a ça, quand tu es chez un éditeur historique à 6 000, 7 000, 8 000 salariés à travers le monde, faut faire tourner tout ça. Et donc forcément, c'est les clients qui sont impactés. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Oui, et puis, alors, il y a effectivement la partie masse salariale qui est un enjeu, mais il y a aussi la partie actionnariale. Quand vous êtes un éditeur international, que vous êtes en bourse, qu'il faut maintenir un prix d'une action, que vous avez naturellement des actionnaires derrière qui vont pousser pour qu'il y ait soit des augmentations de prix, soit des croissances, donc tout un tas de sujets qui vont pousser l'éditeur, je dirais, à la facilité. C'est-à-dire qu'aller prendre 3 points de croissance, ça se fait avec une augmentation de, de 10 euros par mois par utilisateur ou de 5 euros ou même de 3 euros. Et donc, du coup, naturellement, tout ça va aussi faire que, in fine, pour le client, la conséquence va être une augmentation du prix, plus on va chez un gros éditeur. Ce qui, dans un sens, est logique. Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé de payer une facture qui ne correspondait pas au devis initial. Donc, du coup, je me tourne vers vous pour vous poser le même genre de questions. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme option cachée sur un devis initial ? Chez Quintessia ? De manière... Alors, l'avantage, je te laisserai en parler après, sur notre fonctionnement. Mais oui, les chez options... les éditeurs, en tout cas, ouais. De toute manière, globalement, dans l'édition de logiciels, on va très souvent avoir des mécaniques de prix qui vont avoir des notions de variabilité pour plusieurs raisons. On va avoir notamment des éditeurs qui vont fournir donc un pack de modules originels et qui vont ensuite, naturellement, devoir en rajouter pour coller aux besoins du client. Déjà, c'est un des points qui, potentiellement, une fois que le contrat a démarré, va nécessiter de repasser par le tiers-orchestre. Déjà, ça, c'est un des premiers points. Ensuite, il y a aussi la variation du prix sur le long terme, c'est-à-dire quel est le taux d'augmentation applicable par l'éditeur. Et puis, naturellement, il va y avoir les évolutions de l'éditeur lui-même qui vont impacter peut-être des migrations. Si l'éditeur décide du jour au lendemain de changer sa gamme de logiciels, ça va obliger le client, naturellement, à devoir prendre le nouveau logiciel avec les coûts que ça implique, etc. etc. Et puis, il y a aussi, troisième point, la prestation de service qui va potentiellement aussi alourdir le prix si tout n'a pas été fait dans les règles de l'art. Pour résumer, voilà, quand tu prends un logiciel, donc tu as le récurrent, la prestation de migration, donc la récupération des données et la réinstallation des données sur le nouveau logiciel, et la prestation éventuelle de formation. À ça s'ajoutent plusieurs frais cachés parfois. Nous, on a beaucoup vécu ça, vu ça dans notre vie professionnelle avant, malgré le fait que ces coûts soient souvent justifié, on a pris le parti de se dire, nous, on va essayer de vraiment faire ça au prix le plus juste possible par rapport à ce que vraiment, nous, ça nous coûte et nous, ce que ça nous rapporte aussi. Donc, l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qui nous embête dans le monde du logiciel ? Nous, on s'est dit, tiens, on va vraiment arrêter au maximum tous ces coûts cachés. Donc, c'est quoi ? C'est par exemple, il n'y a pas de prix d'appel avec divers modules, diverses options. On s'est dit, nous, on veut tout dans un prix. Quitte à ce que les années d'après, si par exemple on rajoute d'énormes fonctionnalités, finalement ce prix du tout soit un petit peu augmenté. Je ne sais pas, par exemple, là notre programme de lancement, on est à 49 € par mois. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, on sera à 59 € par mois. Voilà, ça n'impactera pas les anciens clients qui avaient payé pour 49 € par mois, mais par contre les nouveaux, oui, pour nous permettre nous d'absorber ces coûts-là. Donc du coup, notre but vraiment à nous, c'est de faire un tout en un finalement, qui va
va inclure toutes les options. Comme ça, quand tu es là, tu n'as pas un catalogue comme ça avec des tarots. Enfin voilà quoi. Et après, pareil, avoir un prix fixe en amont, déterminé avec le client de voilà, est-ce que tu veux une formation ou pas, est-ce que tu veux une migration ou pas, et puis mettre à disposition des outils pour vraiment les entreprises qui sont déjà serrées à la gorge, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment avec la crise actuelle, de dire si tu veux, tu as les moyens de te former tout seul, on te donne la documentation ou les vidéos qui vont avec, et puis tu peux nous appeler quand tu veux. Et puis ceux qui ont besoin vraiment de former toute l'équipe, là voilà, ça rentre dans le budget. Mais en tout cas, on essaye vraiment de ne pas avoir de coûts cachés, et je crois qu'on va réussir à tenir cette promesse, mais haut la main. Oui, parce que c'est une vision, cette vision du coût unique, pour ma part en tout cas, elle vient de l'aspect irritant pour le client d'avoir systématiquement des ajouts de prix. C'est-à-dire que très souvent, dans ma carrière professionnelle dans l'édition de logiciels, j'allais voir des clients, peut-être que je récupérais un portefeuille, peut-être que je les connaissais tout simplement pas, et qui me disaient systématiquement « Non, mais c'est bon, vous allez me rajouter encore ça, vous allez encore me rajouter ça ». Et en fait, ça devient un irritant, parce que le client devient automatiquement méfiant en se disant « Non, mais là, je prends le logiciel, mais qu'est-ce qu'il va falloir prendre derrière ? Combien de surcouches vous allez me rajouter financièrement ?» Et puis à la fin, quand il regarde à la fin de l'année la facture, il fait « Passe-moi le téléphone, je vais appeler le commercial ». Là, il y a un problème. Ça, c'est des irritants que moi, j'ai vécu dans ma carrière professionnelle, que je ne veux plus revivre avec mes clients. Je préfère avoir une politique, je dirais, transparente avec les clients sur cette partie prix, et d'avoir au moins un coût unique dont on a l'information, et on sait qu'il va pouvoir, lui, calculer les coûts de revient de son entreprise précisément. Voilà. Ok. Question cocorico. Pourquoi c'est important d'avoir une solution française ? Alors, pourquoi c'est important d'avoir une solution française ? C'est une bonne question. On peut parler du Cloud Act, déjà ? Oui, ouais, c'est vrai. Alors, je pense, savoir où vont tes données, finalement. Oui, alors le sujet de la donnée, en dehors de ça, c'est pour moi, le fait d'avoir une entreprise française, pour moi, il y a un fort besoin de régionalisation, et surtout d'avoir des acteurs, je dirais, de proximité. Aujourd'hui, et surtout sans intermédiaires. Ça, c'est un sujet qui pour moi est majeur, c'est l'intermédiation dans les logiciels. Très souvent, on va avoir des intermédiaires qui peuvent être des revendeurs, tout simplement, ou qui peuvent être des structures tampons entre deux sociétés. C'est-à-dire, par exemple, je ne donnerai pas de nom, je prends un gros logiciel américain. Je vais en faire l'acquisition chez une société française, mais qui sous-traite pour cette société américaine. Et enfin, cette société-là, elle peut même encore sous-traiter avec d'autres intervenants qui vont installer le logiciel. Donc en fait, vous vous retrouvez avec une pyramide inversée. Et du coup, c'est vraiment ce sujet-là pour moi qui est majeur dans les sociétés françaises. Après, pour revenir à la notion un petit peu plus internationale et même presque un peu politique, je pense qu'il y a aussi une histoire d'indépendance. C'est qu'à un moment, on ne sait pas ce que l'acteur étranger va faire dans les années à venir, ou le pays dans lequel il se trouve. Donc, en ayant un acteur régional, national, ça vous permet quand même aussi d'avoir une stabilité sur le long terme, sur laquelle vous pouvez vous reposer pour construire votre activité. Moi, je répondrais plus simplement en disant, vous êtes... non, mais... vous êtes une PME française, vous payez des impôts en France. Vous avez envie d'avoir des partenaires qui viennent d'où ? Vous avez envie que les sous, ils atterrissent, les sous que vous avez donnés pour votre logiciel de gestion, ils atterrissent dans les fonds de pension américains, etc. Ou est-ce que vous avez envie de soutenir d'autres entreprises françaises, qu'elles soient grosses ou petites, Je connais des très gros éditeurs de logiciels français, même à Lyon, et puis des plus petits. Est-ce que vous avez envie que l'argent circule en France et qu'on revalorise un petit peu, c'est ce qu'on voit en ce moment avec notre très cher président qui a dit, vu qu'on est un petit peu pas toujours d'accord avec les Américains, on a toujours peur que du jour au lendemain, ils nous coupent, par exemple, Microsoft, machin, tout ça. Et tous nos systèmes sont dessus. Donc, toi, demain, en tant que chef d'entreprise,
voilà, tu as des décisions à prendre. Est-ce que tu as envie de faire confiance à des gens que tu n'as jamais vus, que tu ne connais pas, ou est-ce que tu te dis pas, tiens, mon logiciel, j'ai envie d'aller l'acheter dans des bureaux que je peux aller visiter, patron que je peux aller rencontrer, je peux aller faire un resto avec lui, je peux lui dire, voilà, tiens, tu pourrais pas m'ajouter ça fonctionnalité, on y réfléchira. Voilà, pour moi, c'est une question cocorico, comme tu dis, on est fiers de ce qu'on peut produire en France, on a une très forte valeur ajoutée, on est capable de faire des choses extraordinaires, tant sur le plan de la créativité que sur le plan de la technologie. On a même Yann Lequin qui est revenu en France pour l'IA, donc je veux dire, voilà, c'est autant soutenir toutes ces entreprises françaises, et en plus de ça, c'est plus facile de parler au patron quand il est dans le même pays que toi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc notez bien, vive la France, même dans le logiciel, très important. Non, et puis même au niveau support client, tout ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc. Mais par contre, quand je posais la question, tu as glissé un mot qui ne me parle pas du tout. Tu as parlé du Cloud Act américain. Qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je ne sais pas qui est le spécialiste du sujet. Vas-y, je t'en prie. C'est toi qui as lancé le Cloud Act. Alors, je ne suis pas une spécialiste du sujet, donc si je dis des conneries, dites-le moi en commentaire. En gros, c'est quand tu héberges tes données sur des serveurs américains via des logiciels américains, ou même en France, mais via des entreprises américaines, parce que par exemple, tu as, je ne sais pas, admettons, je prends Microsoft. Microsoft, admettons, il a des serveurs à Paris, et c'est quand même soumis au Cloud Act parce qu'ils ont signé le truc qui dit toutes les données peuvent être exportées vers les États-Unis. Et donc, en gros, aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui se présentent comme français que tu peux acheter aujourd'hui, et en fait, qui sont soit via des fonds de pension, soit via des investisseurs étrangers, en tout cas soumis au Cloud Act, du coup, de par ces investisseurs-là, qui veulent récupérer les données pour alimenter les États-Unis. Donc c'est ça le Cloud Act, grosso modo, je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour respecter la RGPD française, il vaut mieux être sur des serveurs, donc évidemment français. Après, tu peux aussi mettre tes serveurs en Suisse. Il y a d'autres endroits en Europe où c'est sympa de mettre les serveurs, mais et surtout vérifier que c'est pas soumis au Cloud Act si tu veux pas que tes données partent ailleurs. Parce que je dis une connerie, mais demain, imaginons que tu as une grosse entreprise française, tu bosses sur un logiciel américain, et puis du coup, ils décident de vendre tes données à tes concurrents qui sont américains, admettons, par exemple. Ils vont pouvoir récupérer qui est ton portefeuille client, etc. Tout ça, tu vois. Tu sais pas, en fait, où ça va. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à la RGPD européenne. Ils nous mettent des normes en permanence. Il y a un moment, il faut bien que ça nous serve à quelque chose. Je comprends. Donc, pour vous, c'est un réel danger aujourd'hui, le Cloud Act? Alors, moi, mon point de vue, c'est pour moi, c'est un sujet, mais sans vraiment être un sujet. C'est un peu un non-sujet. C'est-à-dire que tout va dépendre de l'enjeu pour l'entreprise. Je prends par exemple le cas d'une très grosse structure française et qui a une portée internationale ou nationale. Là, elle va avoir un impact direct parce que ces données sont sensibles. Elles sont sensibles pour son activité, elles sont sensibles pour tout un tas de paramètres. Maintenant, vous prenez le cas d'une PME qui est dans une région X ou Y. Le fait que ces données soient à l'extérieur, pour moi, c'est pas ça l'enjeu. Parce que finalement, ces données... Qu'est-ce qu'ils vont en faire à Washington? Je ne suis pas sûr qu'ils en fassent grand-chose. Par contre, l'enjeu pour cette petite société-là, c'est pour moi la stabilité. C'est le fait que c'est l'indépendance. C'est-à-dire que quand on travaille ensuite avec une structure qui est plus internationale concernant l'hébergement et puis même encore plus loin, le logiciel, on ne sait pas ce qui peut se passer au niveau international. Donc c'est plus ce sujet-là qui est pour moi important, c'est la stabilité de ce que nous offre, on va dire, une vision plus nationale, versus l'instabilité mondiale, sachant qu'on est quand même dans un monde qui bouge pas mal. Et c'est plus ça, pour moi, le sujet, plutôt que les données elles-mêmes, sauf pour les très grosses sociétés, où là, effectivement, ce sujet est majeur. Ok. Et suite à ça, donc on parle aujourd'hui de Quintessia aussi ensemble. Donc, est-ce que chez Quintessia, on est propriétaire de ces données ou elles partent dans un cloud, on ne sait pas trop où et on ne sait pas ce que d'autres peuvent en faire? Alors, effectivement, déjà, c'est important de rappeler qu'il y a toujours un cadre juridique dans les dossiers, dans les données. C'est-à-dire que le client final, celui qui intègre les données dans le logiciel, reste in fine le propriétaire. Et il peut à tout moment demander qu'il y ait une suppression de ces données
directement soit à l'éditeur, mais par effet d'extension aussi à l'hébergeur. Donc déjà, il y a un cadre juridique qui entoure tout ça. Maintenant, propre à nous, clairement, on va respecter scrupuleusement ce cadre juridique. En plus de ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler avec un système d'hébergement français et local, ce qui nous permettra d'avoir une parfaite maîtrise de ces sujets-là. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Non. On va travailler sur des serveurs français, vos données sont en sécurité, on a fait en sorte de respecter la RGPD, il n'y a rien de plus à dire. Et c'est pas prêt de changer parce que notre politique d'entreprise, c'est aussi de ne pas aller justement se faire investir ou racheter en tout cas par des étrangers, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr, pas des Américains, voilà, c'est notre objectif, on va vraiment essayer de rester France ou Europe Power en tout cas, et voilà quoi pour ça. Donc les données seront en sécurité et on ne sera jamais soumis au Cloud Act. Bien. Alors du coup, la souveraineté numérique, c'est un argument de vente ou c'est une conviction profonde? La souveraineté numérique, bah oui, c'est une conviction profonde, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Hein. Oui. Je pense qu'on peut éluder la question rapidement en disant qu'effectivement, je pense que c'est très important d'avoir un logiciel aujourd'hui, un logiciel souverain. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel souverain? C'est un logiciel où les patrons, en tout cas les personnes qui avaient la vision d'entreprise quand ils l'ont créé ou quand ils l'ont repris, n'aient pas les mains menottées. C'est-à-dire que si demain, nous, on fait appel à 10 000 investisseurs et qu'on possède plus qu'1% de l'épargne logiciel, c'est plus nous, en fait, qui vendons le logiciel. Donc demain, ils peuvent dire, tiens, tu passes à 100 billets par mois, etc., etc. Donc nous, on a besoin d'être souverain, c'est-à-dire on a besoin d'être maître de ce qu'on fait. Alors, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, mais on peut parler du support client. Moi, je suis un grand fervent de support client 100% qualité. Donc pour moi, c'est une question importante. Est-ce que chez Quintessia, on va avoir affaire à un humain ou à un bot qui est hébergé aux Philippines? La philosophie concernant le support, pour moi, elle est une des pierres angulaires de la stratégie de Je suis Quintessia. d'accord avec ça. Il faut, et c'est très important, qu'on ait toujours ce lien direct avec le client pour plusieurs raisons. C'est que quand on fait un changement de logiciel, ou même tout au long du travail, on devient pour le client le référent de l'usage de son produit, qui devient finalement un outil de production. Hein. On en a besoin tous les jours. Et donc, ça fait partie effectivement de la stratégie majeure, parce que sans ça, malheureusement, on ne pourra pas, d'après moi, répondre aux enjeux de demain. C'est l'enjeu même de tout de suite. Avoir un contact humain, une relation directe avec son éditeur, c'est pour moi le point majeur. En tout cas, c'est ce qui génère le plus d'irritants chez les clients. Non, mais c'est sûr que c'est super important. L'IA, ça fait plein de belles choses, mais ça remplace pas les humains, en tout cas pas au niveau support. Moi, je sais que systématiquement, quand je l'ai encore fait avec ma banque ce matin, quand il y a un chat, la première phrase que je mets, c'est « je veux parler à un être humain ». Et si on passe pas à un être humain, je dis « bon, tant pis, je me débrouille », mais ça m'insupporte, donc bravo. Bien. On a parlé un peu argent au début, on va reparler encore un petit peu argent. Combien de temps il faut pour que le logiciel s'autofinance chez vos clients? Est-ce qu'un logiciel peut réellement s'autofinancer? C'est-à-dire que ça peut te rendre plus productif, donc d'une certaine manière, ça s'autofinance, mais je pense que le plus important, c'est de regarder l'ensemble de ta structure logicielle, même Excel et compagnie, hein, peu importe l'ensemble de ta structure logicielle, et d'aller faire une optimisation des coûts. Nous, c'est ce qu'on fait chez Quintessia. On va aller se dire, où est-ce qu'on peut avoir du retour sur investissement si vous prenez par exemple notre solution? Mais ça fonctionne pareil pour tous les logiciels. Si demain vous cherchez un logiciel, quel que soit le type logiciel, il faut que vous vous disiez, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de gagner de l'argent ou d'optimiser ce que je suis en train de faire. Comment je peux le faire? Donc là où vous aviez par exemple 3 logiciels différents, un pour les devis factures, un pour le CRM, je ne sais pas, peut-être un pour la compta, un pour les stocks, les achats, etc. Est-ce que je ne vais pas pouvoir aller mettre tout ça dans un seul et même logiciel d'une certaine façon? Et là, tu as un retour sur investissement. Parce que ce qui te coûtait initialement 150 à 200 euros par mois par utilisateur, tu peux le ramener peut-être à 50 euros par mois par utilisateur. Donc un logiciel, pour répondre à ta question, ça ne s'autofinance
s'auto-rembourse pas. C'est toujours un frais. Comme par exemple, c'est comme si tu me disais, je vais acheter une voiture pour aller au travail, mais elle s'auto-rembourse quand je travaille. Bah non, si tu n'avais pas eu besoin de ce travail-là, tu n'aurais pas eu besoin d'acheter la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un outil. Un outil, ça s'achète. C'est comme tout. Par contre, si ça te rend plus performant, d'une certaine manière, poétiquement, tu peux te dire que ça s'auto-rembourse, effectivement. Mais il faut penser en termes de retour sur investissement, surtout. Oui, et puis il y a aussi la notion même du calcul du retour sur investissement dans le cadre d'un logiciel, pour avoir essayé dans ma carrière professionnelle de le faire à de nombreuses reprises. Ça va toujours être basé sur un cas entreprise. Si on peut le voir d'une autre manière, l'industriel qui va dire bah maintenant je remplace ma machine-outil. Avant, j'étais à 10 canettes produites par minute. Maintenant, je vais passer à 30 secondes pour 10 canettes. Bah là, effectivement, on peut calculer très facilement un retour sur investissement. Par contre, dans le cas d'un logiciel, ça va être en fonction du cas de l'entreprise. C'est-à-dire, il y a des cas où, effectivement, le logiciel va pouvoir nous faire économiser du temps là, mais pas forcément là. Et c'est très dur à auditer, parce que c'est l'humain derrière qui va pouvoir nous donner l'information de ce gain de temps. Et donc, aller auditer une entreprise, je ne sais pas, ne serait-ce que de 10 collaborateurs, c'est déjà très compliqué. Alors, imaginez à l'échelle d'une grosse structure. Mais il y a certains outils où, effectivement, là où avant on avait du papier, là, on peut voir des retours sur investissement direct. Mais alors, encore une fois, c'est pareil, c'est très compliqué à mesurer. Voilà. Si tu as un logiciel un jour, un commercial qui va te dire « avec mon logiciel, tu verras, tu vas gagner 25% de plus de chiffre d'affaires ou quoi », c'est dur d'être réel. C'est juste qu'en fait, il peut pas Ce qui est sûr, c'est que s'il veut avoir du retour sur investissement sur le logiciel, il faut que ses salariés l'utilisent, déjà, de base. Donc, il vaut mieux qu'il investisse dans un logiciel que ses salariés vont réellement utiliser, plutôt qu'un logiciel qui te promet la lune. Voilà. C'est une question d'intuitivité, d'aisance à travailler sur le logiciel, etc. Ça dépend de plein de paramètres. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec des solutions comme SAP ou Salesforce avec une solution française? Bah, alors, rivaliser, ça dépend ce qu'on appelle rivaliser. Si vous avez une entreprise A qui utilise l'un ou l'autre des logiciels que vous venez de citer, mais qui l'utilise, que vous venez de citer, il y a, par exemple, je ne sais pas, qui l'utilise à 10%. Est-ce que ces 10%, est-ce qu'on peut rivaliser avec ces 10%? Bah, la réponse est oui. Même avec les 20%, la réponse est oui. Par contre, rivaliser avec 100% du périmètre fonctionnel sur ce type d'utilisation, pas tout de suite. Peut-être un jour, mais effectivement, les périmètres fonctionnels sont tellement vastes que c'est difficile de réaliser à l'instant T du jour au lendemain avec ce type d'outils. Par contre, pour aller chercher un usage bien précis et répondre à cet usage précisément, oui, bien sûr, c'est totalement possible. Je répondrais différemment. Tu parlais donc de Salesforce et d'SAP, donc respectivement un CRM et un ERP qui sont de renommée internationale. Ça dépend. Qu'est-ce que toi, en tant que client, tu vas aller chercher avec Salesforce? Tu as besoin d'un CRM? Très bien, bah, ça tombe bien, on fait CRM aussi. Qu'est-ce que tu as besoin comme fonctionnalité? Et pareil pour SAP, si tu as besoin juste de faire tes factures et tes machins et tes trucs, je pense que n'importe quel logiciel aujourd'hui du marché français peut largement en rivaliser. Et après, tout est une question de fonctionnalité et d'affinité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça ne te coûtera pas le même prix. Oui, ça c'est sûr. Voilà, tout simplement. Donc oui, bien sûr qu'on peut rivaliser, ça dépend de ce dont tu as besoin. Et c'est sûr que par contre, sur des grosses entreprises du CAC 40, là, bah oui, il vaut mieux des mastodontes parfois, enfin quoique, hein, peut-être qu'un jour on y arrivera, mais du marché plutôt qu'à la petite start-up du coin, effectivement. Bien, c'est très enrichissant tout ça. C'est quoi la prochaine étape? La première étape pour moi, par exemple, si je veux bosser avec vous, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Faut nous appeler. Voilà, déjà. On va réaliser un audit de ce que tu as, par exemple ce que tu utilises actuellement comme logiciel ou ce que tu n'utilises pas, ta manière de travailler. Est-ce que tu attends de nous? Voir si on y répond. Et puis, bah, let's go, quoi. Après, voilà, nous, on a l'habitude de fonctionner comme ça. On fait des petits webinaires. Donc, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le site internet, on fait des webinaires qui durent à peu près, 45 minutes, où vous pouvez poser vos questions, vos réponses. On en fait 2 par mois.
Et donc, il y a ça pour voir le produit. Le mieux, c'est quand même de se faire un petit call, un petit appel pendant 30 minutes, histoire d'échanger, de voir si ça va. Et puis, vous avez sur notre site internet également, pour voir votre retour sur investissement, justement, c'est moi qui l'ai fait, un espèce de petit tableau interactif où vous allez rentrer le prix de chacun des logiciels que vous utilisez actuellement et versus ce que ça vous coûterait de le faire avec Quintessia. Donc, c'est tout bénef. Je vous invite à visiter notre site internet. Voilà, donc vous retrouverez le lien dans la description vers le site, comment contacter Jade, Fred et toute l'équipe qui est énorme derrière. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi encore de faire cette interview. Il y en aura peut-être encore d'autres, sait-on jamais. Mais voilà, c'était vraiment chouette de pouvoir passer ce moment ensemble. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Si jamais vous avez envie de venir échanger sur les thématiques autour du logiciel, même plus largement l'entrepreneuriat, les stratégies commerciales, etc. On lance un format pour mettre ça en place avec des PME qui s'interrogent un peu sur le sujet. Donc voilà, sentez-vous libre de nous contacter aussi pour ça. Et puis on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter comme Jade vous a demandé de le faire tout à l'heure. Et puis on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.